Doyen. Je pense qu'il a dit l'essentiel. On aura absolument ajouté quelque chose sur ces questions-là. Effectivement, comme il a dit, l'amnistie pour nous et pour l'État peut-être pourrait arrêter la poursuite de ceux qui ont commis ces exactions. Mais en réalité, c'est sur le territoire seulement. Ça ne concerne que le territoire mauritanien. En dehors du territoire mauritanien, il y a d'autres procédures que certainement mon doyen, s'il avait eu plus de temps pour préparer cela, aurait mentionné cela. C'est la procédure de la compétence universelle. La compétence universelle sur la base de laquelle d'ailleurs Elie Woulda a été poursuivi au niveau de la France. Ça veut dire que après la persistance de l'impunité dans plusieurs pays, pas seulement le nôtre, dans d'autres pays aussi, tels qu'au Chili, parce que Pinochet a été la première personne qui a été jugée contre l'impunité. Et Pinochet à l'époque était malade et il était âgé de plus de 93 ans. Mais il a été jugé quand même en vertu de la compétence universelle pour les exactions et les violations graves qu'il avait commises dans son pays, parce que c'est un dictateur qui a tué beaucoup de personnes. Autre chose, c'est que effectivement, la compétence universelle, c'est que tous les pays européens, face à l'impunité grandissante, et la fuite bien sûr des victimes, mais aussi des bourreaux qui cherchaient refuge dans ces pays-là. La solution de la communauté internationale, c'est de trouver une procédure pouvant arrêter en tout cas la fuite de ces criminels. Et donc tous ces pays avaient signé donc une déclaration qu'on appelait la déclaration universelle, la compétence universelle universelle, qui permet à ces pays de poursuivre effectivement ces auteurs des crimes. Et cette compétence universelle reposait sur deux choses. C'est que d'abord, il fallait que soit une victime habite et réside dans le pays qui a signé la compétence et qui reconnaît la compétence universelle, ou alors un des acteurs, des auteurs qui a été aussi accusé et qui est connu pour cela, qui réside aussi dans ce pays-là. Et nous, c'est ce qui nous avait facilité à l'époque concernant la procédure d'Elie Woulda, parce que tout simplement, Elie Woulda était déjà en stage en France. Avant lui, il y a eu deux autres personnes qu'on avait poursuivies et qui étaient revenues directement sur la Mauritanie quand ils ont appris qu'il y avait une poursuite qui était ouverte contre eux. Il s'agissait d'un colonel et puis d'un capitaine aussi, qui ont réussi quand même à échapper à la poursuite. Et Elie Woulda séjournait donc en France, mais aussi il y avait des victimes qui étaient aussi sur le sol français. Et donc c'est ce qui a permis l'ouverture effectivement de cette poursuite contre Elie Woulda. Même si, moi je dis que même si aujourd'hui Elie Woulda n'a pas purgé totalement sa peine, n'empêche que ça a été quand même un exemple et ça a rappelé tout simplement les autorités que l'amnistie qu'ils ont adoptée au niveau de la Mauritanie ne protégeait pas suffisamment les personnes qui sont des auteurs de ces exactions de 91, de 90 jusqu'à 93. Deuxième chose, c'est qu'au niveau des pays africains aussi, ce qui a fait d'ailleurs que Hussein Habré a été jugé au niveau du Sénégal, c'est aussi en vertu de la compétence universelle. Parce que tout simplement, le Sénégal fait partie aussi de ces pays qui ont signé la compétence universelle. Au niveau africain, on a voulu faire face à toutes ces situations pour essayer, tout dans le cadre de la justice transitionnelle, ce qu'on appelle la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est quoi? C'est ce que disait tout à l'heure doyen Petit. C'est que quand on parle d'amnistie, on parle d'une justice, on parle de paix entre les esprits, on parle de paix entre les différentes parties. Et donc la justice transitionnelle a essayé de régler cette question-là, malheureusement par la mise en place des instances qui permettent tout simplement la concertation entre toutes les parties, c'est-à-dire les parties victimes, mais aussi les auteurs et l'État, et donc les membres de la société civile qui pouvaient assister, en tout cas participer à ces instances pour trouver tout simplement des solutions à la question qui est posée. On n'a pas réussi à mettre cette institution en Mauritanie en place. Par contre, l'Afrique du Sud, je pense, qui a connu plusieurs années l'apartheid avec ses crimes, etc., a réussi à mettre ça en place. Ensuite, celui qui a suivi et qui était tout proche de nous, c'est le Maroc, qui a aussi réussi à mettre l'instance équité et vérité, donc qui a été mise en place aussi. Ensuite, actuellement, là, au moment où nous parlons, il y a la Tunisie qui est en train tout simplement d'instiguer effectivement et d'utiliser cette procédure
cette procédure de justice transitionnelle parce qu'ils ont mis en place aussi une commission vérité et mémoire et réconciliation. La Mauritanie n'a pas voulu pour des raisons, comme l'a dit doyen Betty. Au sein de l'armée mauritanienne, on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas participé à ces exactions. Et ces personnes-là voudraient tout simplement que, en tout cas, le voile soit levé sur la vérité, qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Qui a tué qui et pourquoi ces gens ont été tués. Et pourquoi on ne les poursuit pas? Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'armée mauritanienne qui ont participé à ces exactions. Et je pense aussi que nous, c'est ce que nous demandons aussi. On ne demande pas à ce que toute l'armée mauritanienne, parce que toute l'armée mauritanienne n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Par contre, c'est sous la responsabilité de l'État, que ce soit sous le régime de Taya ou le régime, parce que tout simplement l'État est indivisible. Et donc c'est l'État qui a la responsabilité, en tout cas, d'ouvrir cette procédure afin de connaître la vérité. Pour faire face à cela, la communauté internationale, elle est beaucoup plus loin que cela. Tout simplement, au niveau africain, en plus de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, donc, qui devait recevoir des communications venant de la société civile, venant des familles, venant des victimes, etc., on a essayé aussi de mettre en place à côté la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors là, vous allez vous poser des questions. Pourquoi cette Cour n'est pas encore fonctionnelle? Elle ne peut pas être fonctionnelle parce que tout simplement, en Afrique, pratiquement la grande majorité des pays africains, c'est des pays violateurs des droits de l'homme. Et de la grande majorité des pays, il y a eu disparition des personnes, il y a eu disparition des personnes, il y a eu en tout cas exécution extrajudiciaire, etc. Et donc c'est la seule Cour qui a obtenu la signature de 15 personnes, de 15 États partis, et qui donc devrait faire que cette Cour devienne opérationnelle, qu'elle puisse en tout cas continuer à juger les affaires qui sont portées à sa connaissance. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est quoi? Les États se sont sentis tout simplement visés par cette Cour. Et donc, ils ont demandé, ils ont stoppé le fonctionnement de cette Cour qui n'a jamais d'ailleurs fonctionné, même si on a mis en place les magistrats, etc., ils ont été désignés. Cette Cour, au niveau de la conférence des chefs d'État, ils ont demandé à ce que cette Cour soit une chambre intégrée au niveau de la Cour africaine de justice. Or, la Cour africaine de justice, elle n'est pas prête à fonctionner parce qu'elle a besoin de 15 signatures et à ce jour, elle n'a obtenu que 9 signatures, donc elle n'est pas fonctionnelle. Donc si elle n'est pas fonctionnelle, ça veut dire que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne sera pas non plus fonctionnelle. Elle est actuellement fonctionnelle sur certaines questions, mais pas encore sur la question concernant en tout cas ces exactions que nous avons connues dans les années 89, 90, 91, 93, etc. Au niveau international, toujours je continue, donc il y a eu la Cour pénale internationale qui a été aussi mise en place, n'est-ce pas, par l'effort de la société civile, tant africaine, européenne, américaine, etc., qui fonctionne aujourd'hui et qui poursuit les chefs d'État. Mais tout simplement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il faudrait que l'État signe, effectivement, ce qu'on appelle le statut de Rome. Et ça n'a pas été signé. La Mauritanie n'est pas partie au statut de Rome. La Côte d'Ivoire, tout simplement, n'avait pas à l'époque, quand ils ont signé, ils n'étaient pas encore partis, en tout cas au statut de Rome, mais ils avaient fait une déclaration, parce que même quand on n'est pas parti au statut de Rome, il y a une déclaration en vertu de l'article 36.7. On peut tout simplement faire une déclaration et demander à ce que la Cour pénale internationale s'autosaisisse et intervienne au niveau du pays où il y a eu des exactions qui ont été commises. La Mauritanie n'a pas encore fait cela. Mais aujourd'hui, nous avons vu le revers. Le revers, c'est quoi? C'est que tous ces États qui sont aujourd'hui, les gouvernements qui sont aujourd'hui inquiétés par la tournure qu'a pris effectivement la Cour pénale internationale, mais l'efficacité aussi de la Cour pénale internationale, parce que la Cour pénale internationale ne s'est pas seulement arrêtée au jugement des auteurs, mais aussi a donné et a reconnu le droit des victimes. Et quand ils ont reconnu les droits des victimes, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les victimes aujourd'hui ont le droit non seulement de venir témoigner, mais ont le droit de saisir directement la Cour pénale internationale, n'est-ce pas? Et ont le droit d'assister à tous les procès, et ont le droit d'être protégés. Et donc voilà pourquoi les États se sentent de plus en plus, en tout cas, visés par cette Cour pénale internationale, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout simplement une autre sensibilisation qui est en train de se faire, un effet contraire, c'est qu'ils sont en train de torpiller cette Cour, pour que cette Cour, en disant non, mais c'est seulement les Africains qui sont en train d'être jugés. Non, ce n'est pas seulement les Africains qui sont en train de juger. Comme la Mauritanie l'a fait, il y a eu des États qui l'ont fait, il y a Israël qui a, en vertu de la compétence universelle, Sharon était en Belgique, et il y a eu une plainte qui a été portée contre Sharon, et Sharon a quitté la Belgique immédiatement avant d'être poursuivie. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que ensuite il y a eu une autre personne qui était dans les avions de la CIA, qui était, j'ai oublié seulement le nom, qui était en Allemagne, qui a été aussi poursuivie dans cette affaire. Et je vous ai dit que Pinochet avait été aussi poursuivi. Et donc aujourd'hui,
Si nous avons le Mali, pas le Mali, je suis désolée, si nous avons aujourd'hui le Kenya qui menace de se retirer, c'est parce que le président kenyan, effectivement, est intéressé, est poursuivi par la Cour pénale internationale. Nous avons l'Afrique du Sud qui est en train de se retirer aussi. Nous avons le Burundi qui est en train qui s'est retiré aussi, qui a demandé aussi à se retirer parce que tout simplement, c'est des exactions graves qui sont en train de se faire. Il y a le génocide qui va s'ouvrir bientôt au niveau du Burundi, le Rwanda, parce que tout simplement, en partance du Rwanda, où il y a eu, quand on a parlé de la justice transitionnelle, on a parlé de commission vérité et réconciliation, il y a l'expérience rwandaise qui a vraiment inspiré la communauté internationale dans l'institution de ce qu'on appelait les gachacha. Les gachacha, c'est quoi? Les gachacha, c'est tout simplement des concertations entre victimes et bourreaux pour qu'on arrive à trouver une solution pour ce qui concerne tout simplement les crimes simples, pas les crimes de sang. Parce que les crimes de sang, au niveau international, on ne peut pas régler ça par une amnistie. On ne peut pas régler ça tout simplement par une petite indemnisation. Il faudrait que la justice se prononce là-dessus parce qu'il s'agit tout simplement de préserver l'humanité des atrocités que l'humanité a toujours connues depuis la Première Guerre mondiale à nos jours. Je vous remercie.